Saint-Dié-des-Vosges. 20 000 habitants et un employeur historique. Gantois. L'entreprise de métallurgie règne sur cette ville de Lorraine depuis 110 ans. Coco, envoie-moi Bruno là, s'il te plaît. Ce matin, Philippe Muller cherche des renforts. Il est un peu fébrile. Michel. Après des années à l'arrêt, son atelier va enfin redémarrer. Michel, on va chercher la presse tout de suite. Cette machine arrive directement d'Europe de l'Est. Et elle est très attendue par ses ouvriers. C'est un gros cadeau parce que c'est du boulot en plus, donc c'est un gros cadeau. On fait toujours le bienvenu, du travail en plus. C'est ce qu'on a besoin en ce moment. C'est la dernière pièce d'un emménagement de plus de 30 engins. Car il y a quelques semaines encore, cet entrepôt était complètement vide. Les presses, les métiers à tisser, les poinçonneuses, toutes ces mécaniques étaient encore en Roumanie. Gantois les avait expédiés là-bas il y a 6 ans. Attiré par la main-d'œuvre bon marché, l'usine y avait délocalisé une partie de son activité. Aujourd'hui, marche arrière. Voilà, là vous avez une toile qu'on démarre ce matin. C'est la première chaîne qu'elle fait depuis qu'elle a quitté la Roumanie. Il y a 15 jours, elle était sur le camion. On vient de remonter le métier et donc c'est sa première réalisation française. Ça vous fait quoi de la voir remarcher? De l'avoir remarché, ça nous fait chaud au cœur, pour être tout à fait franc. Parce que on a eu tellement mal de les voir partir qu'on a quand même vraiment beaucoup de plaisir à les voir se remettre en route. Philippe et les autres n'imaginaient pas un seul instant revoir ces machines dans les Vosges. Mais Gantois a bel et bien pris son billet retour. La relocalisation, un phénomène récent et encore peu connu. Pourtant, l'an dernier, une dizaine d'entreprises a choisi de se réinstaller dans l'Hexagone. Un retour de balancier après 20 ans de délocalisation dans l'industrie. Le mouvement semblait inéluctable en France. Moulinex, Majorette ou encore Obad. Chaque fois, les cortèges de licenciés fustigent ces groupes qui partent produire à des milliers de kilomètres. Ras-le-bol des fermetures d'usines, ras-le-bol de tout. On veut continuer à travailler à la Seine-Nord. On ne voit pas pourquoi on nous délocalise notre entreprise pour aller en Italie, au Portugal, tout, en Pologne. Tous, à l'époque, sont attirés par les régions à bas coût. L'Europe de l'Est et surtout l'Asie, avec son gigantesque atelier chinois. Mais depuis peu, quelques expatriés déçus tentent un comeback en France. Pourquoi ce retour à la maison? Dans quelles conditions ces sociétés peuvent-elles revenir? Et est-ce une formule miracle pour l'emploi? L'histoire de Gantois, c'est celle d'une délocalisation ratée. À Saint-Dié, on travaille le métal depuis le 19e siècle. On le perfore, on le tord, on le soude pour en faire des escaliers, des filtres ou encore de petites pièces destinées à l'industrie automobile. Aujourd'hui, les 200 ouvriers de l'usine travaillent à plein temps, mais cela n'a pas toujours été le cas. C'est des centaines d'emplois qui seront menacés. C'est la fermeture des Manifestations, débrayage. En 2003, les métallos apprennent que la direction délocalise une partie de l'activité en Roumanie. Parmi les ateliers transférés, celui du tissage. 30 emplois y sont supprimés. Le problème, c'est que les toiles sont destinées à des clients stratégiques, dans le nucléaire ou l'aéronautique par exemple. Des clients qui exigent une qualité irréprochable. Marc Toilier va la prendre à ses dépens. Il y a 1 an, quand il reprend les rênes de l'entreprise, Gantois est dans le rouge. Les clients désertent ou menacent de le faire. La production roumaine provoque la colère des acheteurs. Bonjour. Et c'est en poussant la porte de ce service qu'il comprend l'ampleur du désastre. Avec des toiles qui présentent des défauts d'ondulation. Normalement, la toile elle doit être plate et on voit qu'il y a des ondulations. Pendant des mois, Aline a reçu tous les jours des plaintes comme celle-ci. Et elle en a de plein dossiers.
Même pour de petites pièces simples, les ouvriers roumains n'ont jamais réussi à atteindre le niveau des Français. Ça se présente de ce type-là. La pièce conforme, elle se présente comme ça, donc celle-là, elle est plutôt pas mal. Donc pièce conforme, et puis derrière, tous les défauts qu'on a pu rencontrer. Donc voilà, on se retrouve avec des choses comme ça. On a des clairs, donc ça, ce sont typiquement des défauts de tissage. Des pièces qui étaient déformées, donc au lieu d'être plates, elles se retrouvent, je vais le faire exprès, mais voilà, comme ça. Des manques de fils. Est-ce que, en tant qu'opérateur, Des erreurs qui coûtent alors très cher à l'entreprise. La non-qualité liée à la Roumanie nous a coûté, on peut dire, de l'ordre de, je dirais 500 000 à 600 000 euros. C'est clair que quand on délocalise pour les économies et que le bilan nous fait apparaître des coûts supplémentaires de l'ordre de 500 000 euros, au moins pour cette année 2009, donc c'est sûr que c'est dommageable. D'autant que la qualité n'est pas la seule mauvaise surprise que lui réserve la Roumanie. Quand il arrive à Gantois, Marc Toillier décide de se plonger dans les comptes. Et voilà ce qu'il découvre. Nous, ce que nous avons comparé, c'est les taux de ce qu'on appelle main-d'œuvre directe, donc de nos salariés en France et en Roumanie. 30 € l'heure pour un ouvrier français, 6 € pour un ouvrier roumain. Donc en France. Donc effectivement, là, il y a un avantage concurrentiel gigantesque sur le papier, puisqu'on s'aperçoit qu'un ouvrier roumain va coûter 5 fois moins cher qu'un ouvrier français. A priori, donc, une bonne opération. Mais il y a des dépenses que les anciens dirigeants n'avaient pas prévues. C'est ce qu'on appelle les coûts cachés. Donc notre constat, c'est que la productivité locale est environ inférieure de 40% à la productivité que nous avons dans nos ateliers français. Et 4 € supplémentaires par heure. À cela, nous avons constaté. À cela, il faut ajouter l'encadrement nécessaire. C'est 6 € de plus. 6 € de l'heure supplémentaire. La qualité défaillante, encore 2 €. Donc là, on est passé maintenant à 18 € donc, de l'heure. Donc on n'est pas encore à 30 € de l'heure. Donc il y a encore un intérêt à être présent en Roumanie. Mais néanmoins, la liste n'est pas terminée. Donc on doit ajouter les frais de transport. Les transports, 3 €. Mais ce qui va finir de l'achever, ce sont les augmentations de salaire exigées et les frais de gestion, plus 15 € de l'heure. Donc c'est important, très important. On arrive à un total, avec tous ces coûts cachés identifiés, de 36 € de l'heure. Au final, un ouvrier roumain coûte en réalité 6 € de plus qu'un ouvrier français. Voilà une des raisons de nos pertes par rapport à nos activités françaises, et une raison aussi de relocaliser nos activités de tissage en France. En octobre dernier, 6 ans après la délocalisation, Gantois fait donc machine arrière. Le problème, c'est que la moitié des spécialistes du tissage a quitté l'entreprise. L'autre a été muté dans d'autres ateliers. Résultat, aujourd'hui, ils ne sont plus que 30 capables de travailler le fil de métal, alors qu'avant, ils étaient 60. Et ce qu'il faut, c'est le mettre en retrait. Parce que si tu le mets au-dessus de la rame, ça va réfléchir. C'est le cas de Jean-Michel Lopez. Faut qu'il soit en décalage, les deux de chaque côté. Ce matin, il retrouve la cadence familière des bobines de métal. Après 4 ans de séparation. 4 ans passés à porter des cartons dans des entrepôts alors qu'il est tourdisseur de formation. C'est lui qui prépare le fil qui sera ensuite tissé. Quand cette imposante mécanique est rentrée de Roumanie, Gantois n'a pas eu le choix. Jean-Michel était le seul à la connaître dans l'usine. Personne ne connaissait la machine, donc je suis venu la remettre en route et démarrer la première avec un qui était ancien. Ça m'a très surpris de revoir que les gestes sont là, quoi. Mais en même temps, surpris et pas surpris, parce que 20 ans dessus, c'est comme avec une femme, des bons moments et des mauvais moments. Aujourd'hui, il est seul sur ce poste, alors qu'avant, ils étaient 2, voire 3. Et c'est pareil sur chaque machine rapatriée. Il manque du monde. Tous les ouvriers veulent que l'usine recrute. Alors forcément, cela suscite pas mal d'espoir à l'extérieur, parmi les licenciés. À la sortie de l'usine, Jean-Michel retrouve 3 anciens collègues. Ils veulent savoir si la relocalisation sera synonyme d'embauche. Je viens de croiser Christophe, il vient d'aller déposer un CV.
Et pour nous, qu'est-ce que ça implique? Alors, on peut espérer quelque chose dans 1 mois, 2 mois, 3 mois? Rien. Bah, en termes de boulot, on a des commandes qui commencent à revenir. Le gros tissage est bien chargé. Donc c'est pour ça que je voudrais insister, moi. C'est que, puis même, demain, je me casse une jambe. Je veux pas dire que je m'occupe pas de l'entreprise, mais moi et puis ceux qui bossent derrière. Hein. T'as des dates là-dessus? Hein? T'as des dates? Non, pour l'instant, il n'y a rien. Mais bon, il y a une émulsion. Hein. Ils se rendent bien compte que de toute façon, ils vont être coincés, ils manquent du personnel, et puis il faut former surtout. Pour tenir les nouvelles cadences, Jean-Michel aurait bien besoin de Pascal. Ourdisseur, lui aussi, il a été licencié après 31 ans de maison. J'ai rien à lui apprendre, hein, à part quelques détails spécifiques sur remettre un peu en route, parce que ça fait quand même quelques temps, mais c'est comme moi en fait, hein, il va pas découvrir la machine. Hein. À 56 ans, Pascal en est sûr, la relocalisation est une chance pour sortir du chômage. Si elles reviennent, c'est pour embaucher, il va falloir de la main-d'œuvre, hein, forcément. Hein, il ne faut pas revenir là avec les machines et puis laisser les machines tout seules. Ah bon? Mais pour Pascal, Jean-Michel et les autres, l'avenir s'annonce un peu plus compliqué. Car la direction, elle, a un plan radicalement différent. L'opération roumaine a fait perdre 5 millions d'euros, les caisses sont vides. Pour le moment, le retour s'est fait sans aucune embauche. Brigitte Polsinski est la nouvelle DRH. Elle veut que certains ouvriers puissent désormais assurer 2 postes différents pour éviter d'avoir à recruter. Là, il faut aller très vite pour pouvoir engager les formations et se mettre en ordre de bataille pour assurer la production. Aujourd'hui, elle a convoqué des responsables de l'atelier tissage. Bonjour. Mais aussi Jean-Michel. Son projet, qu'il forme au plus vite un collègue en interne. On pourra organiser ces formations en fonction des productions qu'on met en œuvre. Mais encore faut-il trouver la bonne personne. Et là, Jean-Michel met tout de suite en garde la DRH. Il faut quelqu'un qui vienne sur le poste et envie de redire aussi. Hein. Ne pas forcer quelqu'un à aller sur un poste qui n'a pas envie d'aller. Dans un premier temps, Brigitte est sûre de trouver des volontaires. Les salariés, eux, sont sceptiques. On peut cibler ça. Comment on va aller chercher la motivation des personnes? Fabrice, je pense que les personnes qui ça n'intéressera pas ne viendront pas frapper à la porte, forcément. Moi, j'en ai une facile là-dessus. Hein. Moi, j'ai un collègue qui est en extérieur, qui n'a pas de travail. Il sait redire et tisser en 8 jours. Oui, non, mais il est opérationnel en 3 jours. 3 jours contre 6 mois de formation au minimum, mais rien n'y fait. On est d'accord qu'on va déjà... des CV à l'entreprise, hein, parce qu'ils ont su que... Oui, bien évidemment. Mais aujourd'hui, il est important de fonctionner avec les ressources en interne. Hein. On l'a dit, on le redit au travers de ce groupe. Bonne journée. Malgré les réticences, la direction se donne 6 mois pour que le personnel devienne polyvalent. Une évolution indispensable à ses yeux pour réussir son retour en France. Même si à long terme, cela ne suffira peut-être pas. Au bout d'un moment, ça a ses limites. Voilà. Donc on fonctionnera avec les ressources internes dans un premier temps, et puis jusqu'à ce qu'on ait effectivement atteint nos limites en termes de fonctionnement et d'organisation humaine. En attendant, pour les anciens de chez Gantois, la relocalisation dans les Vosges a donc un goût doux amer. La question de la main-d'œuvre, c'est le point noir sur la route du retour en France. 5 à 10 fois plus cher que dans les pays à bas coût. Pour les pionniers de la relocalisation, il faut donc à tout prix freiner les embauches. Mais à vouloir faire mieux avec moins, certains courent le risque de ne plus pouvoir assurer la production. Alors quelques entreprises finissent par réembaucher, mais à des conditions bien différentes qu'avant leur départ. Nous sommes à Noyon, en Picardie, à 1h30 de Lille. Philippe Beauchamp connaît désormais bien la route pour venir jusqu'ici. Cela fait 3 mois qu'il est en formation dans cette usine. Pendant ces 10 semaines, on nous apprend le métier et puis si ça convient, entre les 2 parties, on se met d'accord pour un CDI, quoi. Ces entrepôts sont ceux de Magentia, le numéro 1 du mobilier de bureau en France. Bonjour. Philippe et ses collègues y assemblent des chaises, des fauteuils. Un peu plus loin, on fabrique des pièces pour armoires ou encore des caissons à glisser sous les bureaux.
Les 60 ouvriers de l'usine Picarde ont eux aussi vécu un retour aux sources de leur production. Il y a 3 ans, ces caissons sont rentrés de Chine. Celui qui a décidé de les rapatrier, c'est Vincent Gruau. Dans un secteur où il faut suivre les tendances, ce patron français trouvait que son sous-traitant n'était plus franchement adapté. Donc là, vous voyez tous les types de coloris qui sont dans notre catalogue. Vous voyez ici, on a 15 couleurs. Le problème en Chine, c'est qu'on avait, grosso modo, on avait 2 coloris. On avait plus ou moins celui-ci et celui-là. Du gris. Du gris. Gris clair, gris foncé. Une originalité limitée, mais aussi des finitions assez grossières. En gris, forcément, le chinois. En blanc, le français. Comme la main-d'œuvre n'est pas chère en Chine, il y a beaucoup d'opérations qui sont manuelles. Alors par définition, les opérations manuelles, on n'a pas forcément la même linéarité de qualité. Donc il y a par exemple des abrasures qui étaient faites à la main. Et si vous regardez ce produit-là, par exemple ici, vous voyez ici, par exemple, la finition n'est pas très bonne ici. Un autre point, par exemple, c'est que la glissière est apparente et vous avez de la graisse ici. Donc vous êtes un col blanc avec du papier, vous touchez par hasard et vous avez de la graisse. Vincent a bien demandé aux Chinois de revoir leurs produits. Mais noyé dans la masse des clients, la PME française n'avait plus aucun moyen de pression. Le temps avançant, vous devenez un client lambda. Et si vous avez des remarques, on n'a pas la même écoute qu'au début. Vous êtes coincé en fait. On peut se retrouver coincé. C'était le risque qu'on a vraiment mesuré et on a voulu revenir avant d'être objectivement coincé et avant de ne plus avoir la capacité à produire dans notre usine. Un retour gagnant puisque les commandes ont été multipliées par 2. Pour assurer les délais, Magencia a décidé d'embaucher. Ces derniers mois, 20 ouvriers ont rejoint les ateliers. Comme Philippe, ce sont tous des anciens chômeurs, la plupart victimes de délocalisation. J'ai fait 3 entreprises qui ont délocalisé, donc je commence à connaître un peu le problème. Elles sont parties où? Ça a été dispatché en France, d'autres en Allemagne, et puis Continental dernièrement, qui sont repartis en Roumanie. Donc c'est un sacré problème. Vous savez que cette entreprise-là, elle a fait l'inverse. C'est bien, tant mieux. Ils sont peut-être aperçus qu'en France, on travaillait bien aussi. On est parfaitement capable de faire les rendements d'ailleurs. D'ailleurs, son employeur l'a bien compris. Après 10 semaines de formation, Philippe signe enfin son CDI. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oups. Cet ancien de chez Continental, abonné aux missions d'intérim et au chômage, retrouve un boulot stable grâce à la relocalisation. Nous vous proposons de vous embaucher, puisque évidemment c'est soumis à votre signature et à votre accord, pour une durée indéterminée à compter de lundi, du 18 janvier, sous réserve évidemment de l'acceptation des conditions du contrat. Philippe touchera le SMIC. Et puis vous, je vous demanderai de faire précéder votre signature de bon pour accord. C'est moins que son emploi précédent, mais à 40 ans, l'essentiel était de retrouver du travail. On va essayer de démarrer l'année mieux qu'on l'a terminé 2009. Ça va bosser, quoi. Voilà. Ça fait longtemps que vous l'attendiez? Ouais, je cherchais un CDI et puis pour passer une vie de famille un peu plus régulière. Et puis voilà, je l'ai trouvé. Merci. Seulement, bonne fin de journée. Merci. Il a dû accepter les exigences de sa nouvelle entreprise. Car pour réussir son retour, Magencia doit être aussi rentable à Noyon qu'à Canton. Pour cela, elle a décidé de rentabiliser au maximum sa main-d'œuvre, en jouant notamment sur le nombre d'heures de travail. Bonjour Josiane, ça va? Ce jour-là, Vincent Gruau et son directeur d'usine ont convoqué les syndicats. Ils leur annoncent leur temps de travail pour les semaines à venir. Un document. On voit que sur les sièges, on a une forte charge de travail. Combien? Plus 5 heures? Alors plus 5 heures sur la semaine.
Et pourtant, cela ne fera pas 5 heures sup. Pour faire des économies, Vincent Gruau a passé un deal avec les ouvriers. Leur temps de travail a été annualisé. Lors des pics d'activité, ils doivent travailler jusqu'à 40 heures par semaine sans que cela ne coûte un centime à la société. La semaine d'après, même dispositif sur Rien d'illégal, puisque les mois plus calmes, les ouvriers ne travaillent que 30 heures sans perte de salaire. C'est ce qu'on appelle la modulation. Ils sont obligés de maintenir l'effort. D'accord, donc avec ce dispositif, on va récupérer tout ce qui est en retard. Oui, tout à fait. Si Josiane, la représentante du personnel, a accepté de travailler parfois plus sans gagner plus, c'est qu'elle n'a pas vraiment eu le choix. Sans cette flexibilité, la société aurait peut-être hésité à relocaliser. Il faut accepter des sacrifices. De toute façon, on travaille sur des marchés actuellement où on ne peut pas dire que du 1er janvier au 31 décembre, les carnets de commandes vont être pleins et que les usines vont être chargées. Le risque, si vous n'aviez pas accepté, à votre avis, c'est quoi? Il peut y avoir plusieurs risques. C'est des risques de chômage, ça peut être du licenciement, ça peut être beaucoup de choses. Sans cet accord, l'entreprise, elle, aurait perdu plus d'1% de marge l'année dernière, rien que sur les caissons. Si c'était un point de marge sur toute notre activité, on fait 100 millions de chiffre d'affaires, ça fait 1 million en bas de page de pertes. Donc tous les leviers sont intéressants pour assurer la compétitivité et donc permettre une production en France. Mais pour son entreprise, comme pour toutes celles qui parient à nouveau sur la France, la réorganisation du travail n'est pas la seule condition au succès du retour. Pour être vraiment rentable en France, il faut aussi pouvoir vendre ses produits plus chers. Encore faut-il avoir une bonne idée, et on ne gagne pas toujours du premier coup. C'est l'histoire de Philippe Perrard. À 49 ans, il dirige la coopérative d'opticiens Atoll. Elle est où la caméra? Une marque que le chanteur Antoine a rendue célèbre avec son cri. Atoll, les opticiens! 750 magasins en France, 600 000 paires de lunettes montées l'année dernière. Ce jour-là, Philippe Perrard vient découvrir la dernière collection qui sera vendue dans les boutiques du groupe. Bon alors, c'est merveille. On en est où? Sa plus grande fierté, c'est qu'elles sont fabriquées en France. Ces montures nous viennent du Jura. 100% français. Tout à fait. Mais cela n'a pas toujours été le cas. En 2003, ces opticiens décident de lancer leur propre collection de lunettes. Ils se tournent alors vers un sous-traitant chinois. Mais 2 ans plus tard, pour se démarquer de la concurrence, la marque parie sur le Made in France. Le problème, c'est qu'en rapatriant la production, Atoll se contente de vendre les mêmes paires que celles faites en Asie. Or, en France, les coûts de fabrication sont multipliés par 3. Mais impossible de vendre 3 fois plus cher des lunettes basiques, juste parce que c'est une production tricolore. Résultat, la marque perd beaucoup d'argent, jusqu'à 400 000 € par an. Atoll ne peut plus repartir, question d'image. Pour s'en sortir, Philippe Perrard se lance donc sur le haut de gamme. C'est dans le Jura, à 2 heures à peine de ses bureaux, qu'il met au point son concept depuis 1 an et demi. À Moret, plus exactement, chez ce maître lunetier. Philippe. Salut Denis, tu vas bien? Bien. Son idée, une lunette dont on peut changer le look des branches en un clip. C'est Thierry. On a une branche qui vient s'ouvrir complètement et qui nous permet d'avoir des décors multiples, y compris des décors avec des reliefs. On peut sortir un... Une innovation qui va lui permettre de vendre ses montures aux alentours de 200 €. 50% plus cher que les basiques fabriquées auparavant en Asie. Il me plaisait qu'on lui a mis à disposition pour... Mais il ne suffit pas d'avoir une idée made in France. Il faut ensuite pouvoir la produire dans l'Hexagone le moins cher possible. Et là, Philippe Perrard a un énorme avantage. Contrairement à Magentia et Gantois, il ne fabrique pas lui-même ses produits. Il a bien embauché quelques personnes, mais pour l'essentiel, il lui suffit de trouver des sous-traitants prêts à prendre des risques. Il y a 1 mois, il a déniché cette PME jurassienne spécialisée dans la peinture de montures. Salut Vincent. C'est bon? Prêt pour l'inspection? Il y retrouve son directeur des achats. Tous les deux,
viennent contrôler les séries qui sortent des ateliers. Ok, on va ranger ces deux-là, je ne savais pas lesquels vous vouliez, donc j'avais pris 3 sortes. David Seller a 35 ans. Il vient de reprendre cette entreprise, alors forcément, quand le distributeur de lunettes l'a démarché, il avoue ne pas avoir été trop exigeant. Quand on est garanti derrière pour avoir tout le temps du travail, tous les mois, un suivi assez respecté, nous on est prêt à faire un geste, obligé d'avoir un prix assez honnête pour pouvoir réussir à faire quelque chose. Sauf que pour fournir 18 000 montures dans les délais imposés, il a dû embaucher du personnel. 6 personnes en plus. Et ce n'est pas tout. Donc voilà, là je vais investir dans une grande chaîne de dégraissage justement. Bon, elle fait à peu près 7 mètres de long, donc elle va tenir de là, justement pour pallier aux nouvelles commandes de Atoll. Neuf, ça coûte 80 000 euros. Du matériel, des salaires, de gros efforts financiers pour une petite entreprise. En fait, eux, ils relocalisent, mais c'est vous qui prenez les risques. Oui, quelque part, oui, mais eux aussi. Hein. Mais si ces nouvelles lunettes s'arrêtent, elles vont pas s'arrêter tout de suite. Et puis avec des scies, on n'y arrivera pas, donc on pense au beau côté, et puis voilà. David est optimiste, mais il tient tout de même à vérifier que la marque continuera à lui assurer des commandes dans les prochains mois. Entre juin et septembre, il y a environ 4 nouveaux modèles qu'on va lancer. Donc, tu as 6 mois confirmés d'ici 15 jours. D'accord, Le jeune patron est soulagé. Pour avoir une visibilité de 6 mois dans la lunette, c'est bien. C'est bien. On peut au moins prévoir ce qu'on va faire du personnel, si on peut en garder justement. Et puis là, c'est une bonne nouvelle, puisqu'on va pouvoir préserver beaucoup d'emplois et puis pouvoir peut-être en recréer d'autres s'il y a des nouveaux coloris comme ils me l'ont annoncé. Donc c'est très bien. Ouais. David, bonne fin de journée. Merci vous aussi. Également. Salut. Merci. Au revoir. Si quelques-uns semblent avoir relevé le pari de la relocalisation, le mouvement reste encore embryonnaire. À bientôt. Au revoir. Allez, Mais pour des milliers de salariés, il représente aujourd'hui un espoir de voir revenir des emplois industriels en France.